On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce qu'on retombe parfois dans les mêmes pièges, même quand ça nous fait du mal? Aujourd'hui, on va faire bien plus que définir des concepts. On va suivre l'histoire de Julien, un personnage fictif, pour plonger ensemble au cœur de la mécanique de l'esprit humain. On va voir comment des conflits invisibles peuvent dicter nos vies, et surtout, comment on peut commencer à reprendre les commandes. Alors voilà le programme de notre exploration. On va d'abord mettre en lumière ces fameux conflits internes. Ensuite, on verra les boucliers que notre esprit met en place pour se défendre. On ira creuser jusqu'aux racines de tout ça pour enfin voir comment l'espace thérapeutique peut nous donner les clés pour se libérer et avancer. On commence donc par le conflit intérieur. L'idée de base, c'est que beaucoup de nos comportements, de nos blocages, ce sont en fait les symptômes d'une bataille qui se déroule à l'intérieur, bien souvent sans qu'on s'en rende compte. C'est vraiment la grande question. Prenons notre cas d'étude, Julien. C'est un type brillant, mais il sabote sa carrière à chaque fois. Dès qu'un patron lui fait un peu confiance, il devient méfiant, provocateur, et ça finit toujours par une démission. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il rejoue sans cesse ce scénario? La réponse, elle est là, dans un conflit qui se joue en lui. Et voici le concept clé, le conflit intrapsychique. Il faut imaginer qu'une partie de Julien veut réussir, bien sûr, mais qu'une autre partie, bien plus enfouie, a une peur bleue d'être dominée, écrasée par l'autorité. Ce désir de succès contre cette peur de la soumission, c'est une lutte de tous les instants. Et le plus souvent, tout ça est inconscient. Mais cette tension, elle, cherche une porte de sortie. Bon, d'accord. Mais comment notre esprit fait pour gérer une telle tension au quotidien? Eh bien, il a des outils, des sortes de boucliers automatiques pour nous protéger. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Un mécanisme de défense, c'est vraiment un réflexe de l'esprit. Un peu comme quand on retire sa main d'une plaque brûlante sans même y penser. Notre psychisme, lui, met en place des stratégies de façon totalement inconsciente pour nous éviter de souffrir, pour nous protéger de l'anxiété. Ce sont nos gardes du corps personnels. Mais attention, tous ces boucliers ne se ressemblent pas. On peut en gros les classer en 3 catégories. Il y a les plus primaires, on va dire, qui peuvent carrément tordir notre perception de la réalité. Ensuite, il y a les plus courants, comme le refoulement, qui consiste à oublier une pensée qui dérange. Et enfin, les plus évolués, comme l'humour par exemple, qui permettent de transformer un conflit en quelque chose de constructif. Prenons un exemple très simple. Le déni. C'est quand l'esprit refuse tout simplement de voir une réalité trop difficile à accepter. Si Julien était dans le déni, il pourrait se convaincre que ses échecs au travail n'ont rien à voir avec lui, mais que c'est la faute d'un système injuste. Point final. Mais le mécanisme préféré de Julien, c'est la projection. C'est un classique. Au lieu d'admettre qu'il a peur de l'autorité, il va accuser systématiquement ses patrons d'être des tyrans qui cherchent à le contrôler. Vous voyez l'idée? Il projette sur eux ce qu'il ressent à l'intérieur. C'est une manière d'externaliser le problème pour qu'il soit plus facile à gérer. Ok, on a donc le conflit de Julien et les boucliers qu'il utilise pour s'en protéger. Maintenant, il faut aller voir plus loin. Il faut creuser. Quelle est la vraie nature de cette douleur que ses défenses essayent de masquer? C'est la question essentielle, n'est-ce pas? Si l'esprit de Julien déploie autant d'énergie pour se défendre, c'est qu'il protège quelque chose de vraiment sensible. Une blessure profonde qui vient souvent de très très loin. Et là, on touche au cœur du réacteur, les schémas précoces inadaptés. Le mieux, c'est de les imaginer comme des lunettes déformantes qu'on nous aurait mises sur le nez pendant l'enfance. Pour Julien, qui a peut-être eu des parents très critiques ou contrôlants, ces lunettes lui font voir le monde d'une certaine façon. La vérité qu'il a intégrée, c'est « l'autorité, c'est dangereux, ça cherche à m'écraser ». En fait, ces schémas s'organisent en 5 grands domaines qui correspondent chacun à un besoin fondamental qui n'a pas été comblé. Le schéma de Julien, lui, se situe clairement dans le premier et le deuxième domaine. Il a un schéma de méfiance lié au rejet, et une hypersensibilité à la soumission liée au manque d'autonomie. Chaque domaine, c'est une pièce du puzzle de notre histoire. Et face à la douleur de ce schéma, on développe des stratégies. Julien, lui, n'a pas choisi de se soumettre ni d'éviter les situations. Non, il a choisi la 3e voie, la compensation. Pour contrer sa peur d'être écrasé, il surréagit. Il devient rebelle, provocateur à la moindre odeur de contrôle. C'était sûrement une stratégie de survie utile dans son enfance, mais aujourd'hui, c'est devenu sa propre prison. Bon, comprendre tout ça, c'est déjà un grand pas. Mais comment on fait pour changer des mécanismes aussi profondément ancrés? C'est précisément là que l'espace thérapeutique devient une sorte d'arène, un lieu unique où on peut observer tout ça et commencer à le transformer. Et au cœur de cette arène, il se passe un phénomène absolument central, le transfert. C'est exactement ce qui va arriver à Julien en thérapie. Sans même s'en apercevoir, il va commencer à rejouer son scénario habituel, mais cette fois avec son thérapeute. Il va se méfier, le tester, le voir non pas comme un allié, mais comme une nouvelle autorité à défier. La thérapie devient un laboratoire en direct.
Cette citation de Freud est géniale parce qu'elle résume parfaitement ce paradoxe. Le fait que Julien rejoue son passé dans le bureau du psy, ça pourrait sembler être un problème, mais en fait c'est tout l'inverse. C'est le moteur du changement. Parce que pour la toute première fois, ce schéma peut être observé, nommé et compris, au lieu d'être simplement subi. En fait, cette dynamique, c'est une danse à deux. D'un côté, le transfert. Julien projette sur son psy l'image de ses parents. Et de l'autre, il y a le contre-transfert. Ce sont les émotions que le comportement de Julien provoque chez le thérapeute. Le psy peut se sentir agacé ou poussé à être plus directif. Et ça, ce n'est pas un problème, c'est un indice capital. Il ressent en direct ce que les patrons de Julien ont dû ressentir. Et c'est là que tout se joue. En analysant ce qui se passe, ici et maintenant, dans la pièce, le thérapeute peut dire à Julien « Vous voyez ce qui se passe entre nous en ce moment, cette tension ? C'est peut-être exactement ce qui se rejoue pour vous au travail. » Et là, pour la première fois, Julien ne fait pas que raconter son problème. Il le vit, et il peut donc le comprendre de l'intérieur. On arrive à la dernière étape de notre analyse. On est parti des conflits inconscients de Julien pour arriver jusqu'à cette arène thérapeutique. Voyons maintenant comment tout ce travail peut mener à une vraie prise de conscience et à un changement qui dure. Faisons un petit résumé du chemin parcouru avec Julien. Au départ, une tension interne, un conflit. Pour ne pas être débordé, son esprit a construit un mur, la projection. Mais derrière ce mur, on a trouvé la vraie blessure, un schéma de méfiance, appris il y a longtemps. Et la thérapie, grâce au transfert, a offert une clé unique pour qu'il puisse enfin regarder ce schéma en face et commencer à le démonter. Parce que le but final de ces voyages, ce n'est pas juste de comprendre pour comprendre, c'est de se libérer. En devenant conscient de son propre automatisme, Julien n'est plus obligé de le subir. Il peut commencer à choisir. Choisir, consciemment, de nouvelles façons de réagir face à l'autorité, des façons plus justes et plus adaptées à sa vie d'adulte. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question fondamentale. Si notre passé a écrit les premières pages de notre histoire à travers ces schémas, est-ce que le simple fait de les lire, de les comprendre, nous donne le pouvoir de prendre la plume et de réécrire la suite ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ?